Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis très contente de te recevoir. Je connais un peu ton parcours, mais pas tout. Donc voilà, hâte d'en savoir plus. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Alors, oula. Ouais, généralement, ça, on est surpris, mais vraiment, là, comme ça, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'étiquette, et c'est comme toi, tu as envie de te présenter. Je m'appelle Alexandra Rosenfeld, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 petites filles. Ava qui a 11 ans, Jim qui a 2 ans et demi, j'habite à Biarritz, je suis prof de yoga. Et il y a très 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 longtemps, j'ai été Miss France. Ça résume bien, je pense, la situation. Bon, il y a pas mal de questions que je me suis posées en pensant à ton parcours. Écoute, j'ai envie de commencer juste parce que j'ai vu dans l'introduction de ton nouveau livre, Ma méthode bien-être, c'est où tu te demandais ce que tu voulais vraiment faire dans la vie et tu t'es répondu à toi-même, en fait, j'ai envie de kiffer. Ouais. Je me dis, en lisant la phrase, je me suis dit, qu'est-ce qui faisait que tu ne kiffais pas avant ? Je kiffais avant. Ouais. J'ai toujours été heureuse. Je suis d'une nature... je suis de bonne humeur. Enfin, genre, ça va. J'ai jamais été malheureuse. Tout allait bien, mais... tu sais, j'ai un tempérament aussi où je me lasse assez vite. Et tous les 2-3 ans, je faisais du journalisme sportif, mais tous les 2-3 ans, il fallait que je change de sport, de rédac. Enfin, genre, j'étais bien, mais j'avais envie de changer. Et je me disais... mais qu'est-ce qui vraiment va te donner ta place au point où tu vas vouloir y rester là et grandir à cet endroit-là. Et donc, c'était une conversation avec ma fille qui avait à l'époque, qui devait avoir 7 ou 8 ans. Donc, c'était une conversation très simple et en fait, d'être heureuse, de kiffer. Et qu'est-ce qui te fait kiffer ? C'est faire du yoga. Et voilà, en fait, tout simplement, c'était aussi simple que ça. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est pas une question qu'on se pose énormément. Parce que je pense qu'on se dit on se dit beaucoup qu'on n'a pas le droit de se la poser parce qu'on se dit que non, c'est pas qu'une histoire de kiff, que on met plein de facteurs en jeu qui généralement nous empêchent de vraiment voir ce qui nous épanouit. Est-ce que toi, déjà quand t'étais enfant, quand t'étais ado, comment tu voyais en fait la suite de ta vie, même pas juste de ta carrière, tu vois, mais est-ce que t'as toujours eu cette conscience que tu voulais être épanouie, que tu voulais être heureuse ? Oui, j'ai toujours voulu être heureuse. J'ai toujours été assez intolérante à ce qu'on m'ennuie, en général. J'ai beaucoup de caractère. Là, on me voit, je parais mimi, souriante et tout, mais on comprend vite qu'il ne faut pas m'embêter trop. Ouais. Et donc, en fait, ça a fait que j'étais assez intolérante aux choses qui m'ennuient. Et je me disais, mais je suis pas... si j'ai la possibilité de partir de ce qui m'ennuie, si j'ai la possibilité d'être entourée uniquement de gens que j'aime, de faire les choses que j'aime, vas-y. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, à 35 ans, j'ai la vie que je voulais, la vie de rêve. Tout est fait pour que je sois heureuse tous les jours. Bon, tu l'as créé en même temps, hein, c'est pas sorti de nulle part. Je pense, comme tu le disais en intro, il y a pas mal de gens qui te connaissent parce que tu as été Miss France en 2006, si je me trompe pas, à 18 ans. Raconte-nous peut-être un peu juste le début de cette aventure. Comment ça s'est fait, ne serait-ce que la candidature, qu'est-ce qui fait que tu te dis pourquoi pas Miss France, surtout que c'était assez différent à l'époque que c'est maintenant, je trouve. Oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'était encore plus prestigieux, presque. Ah bon, tu trouves ? Bah ouais, je trouve qu'il y avait un côté... tu vois, aujourd'hui, c'est quand même assez décrié quand même dans une partie de la population. Franchement, ça l'était pas du tout, je trouve, à l'époque. Oui, puis c'était vraiment donc c'était il y a 16 ans, donc c'était une autre... on était avec Geneviève, il n'y avait que 6 chaînes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on nous mettait sur les magazines. Donc oui, c'est peut-être ce qui fait que on voit ça un peu plus prestigieux. Mais moi, je trouve que c'était beaucoup plus populaire et beaucoup plus... C'était drôle, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement professionnalisé que je ne serais pas à l'aise avec mon caractère. Et je trouve que les nouvelles Miss France sont géniales parce qu'elles ont un aplomb, elles savent parler devant le téléphone. Moi, quand je dois faire une story où je dois parler, alors plus maintenant, mais les premières fois, je virais tout le monde de la maison. Je me préparais psychologiquement tellement c'était un exercice difficile pour moi. Et donc, Miss France, en fait, ça s'est fait avec des copines de façon très simple. J'ai passé les étapes très vite, mais tu vois, à Miss France, mon père n'est pas venu. Personne de ma famille se disait elle va gagner Miss France. Alors que pourtant, t'avais été élue, alors je sais plus ce que c'était à l'époque, mais c'était pas direct Miss Languedoc, quoi. T'avais Miss de ta ville. Non, Miss Hérault. Non, si, en fait, j'ai tout fait d'un coup comme ça. Et après Miss Hérault, après Miss Languedoc, ils se sont pas dit, quand même, Miss France, il y a une chance. Mais non, pas du tout. On s'est dit, c'est rigolo. Je partais pendant le BTS blanc. Je reviens dans un mois et voilà, quoi. Ouais. Et moi, j'espérais secrètement être dans les 12, parce que tu te dis, tu rentres au lycée, bon, t'as fait les 12 et puis ça suffit. Je suis appelée la première dans les 12 le soir de l'élection.
Donc mes copines, parce en plus on s'entendait tout hyper bien, il y avait vraiment une bonne ambiance. Mes copines les plus proches sont appelées à la suite avec moi. On s'est regardé, genre c'était chouette. Jackpot quoi. Ouais, et même plus de stress, rien. Et puis quand je suis dans les 5 dernières, j'attends mon nom, j'attends et ça vient pas. Et en fait c'est là où je me dis mais c'est toi Miss France, alors que ça a vraiment été un traumatisme. On pensait pas que j'allais gagner ça quoi. Personne même dans mon village, enfin mes amis, mais c'était un bouleversement quoi. Tu ressens quoi quand tu réalises que c'est toi ? Moi j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Donc là, si on remet dans le contexte, j'ai 18 ans, je suis fille unique, je viens d'un village de 2000 habitants, j'ai un entraînement d'athlétisme tous les soirs, donc moi je suis en survêt tous les jours. Je suis pas du tout sophistiquée, enfin je suis... Aujourd'hui je le suis pas plus, hein, donc c'est vraiment mon... un trait de personnalité. Oui, voilà. Et là, le changement est brutal parce que d'un coup, on t'appelle Miss France. C'est comme si, maintenant, je t'appelle Miss France d'un coup. Tu vois, tu te dis... Ouais, oui, même si j'étais j'étais à Miss France, d'autre identité, quoi. Oui, ouais, même si j'étais à Miss France, là, c'était Miss France, c'est toi. Et puis, on te maquille, on te prépare, on t'amène sur les plateaux. Comme moi, j'avais jamais parlé en public devant... à part ma classe, et je me prenais des fous rires tout le temps parce que ça me stressait. Et là, j'étais le lendemain chez Fogiel, comme ça. Donc... en fait, c'était cool. Je cracherai jamais sur Miss France. J'ai vraiment adoré. Ça m'a beaucoup apporté. Mais ça a été un changement brutal. C'était énorme, le changement entre ma vie, entre Alexandra et Miss France, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est du jour au lendemain. Alors que maintenant, je pense, en effet, il y a plus le temps de se préparer. Je crois qu'elles sont un peu coachées, etc. Donc là, c'est vraiment toi, tu passes d'une vie à une autre. Ouais. Comment t'as géré ? Est-ce que quand même t'as mis en place certaines habitudes pour faire face à cette nouvelle vie à laquelle tu n'étais pas préparée ? Non, au départ, à vrai dire, j'étais perdue, quoi. Ça, quand je dis je savais pas faire cuire neuf, c'est vrai, hein. C'est pas façon de dire. C'est souvent des mecs étudiants qui disent ça. Ils sont lâchés dans leur appart étudiant, ils sont là, je ne sais pas faire des pâtes. Et j'étais un peu ce mec étudiant, tu vois. Je suis arrivée et je me rappelle, j'étais assise sur le lit, parce que tu sais, on a un appartement qu'on se passe de Miss à Miss. Et donc j'étais assise sur le lit et j'étais là, mais... je sais pas faire une machine à laver, je sais rien faire en fait. Donc j'avais appelé Sylvie Tellier qui je connaissais pas à l'époque. Je lui ai dit oui bonjour madame Sylvie, est-ce que vous pourriez m'aider ? Je sais pas faire une machine, je sais pas où je vais faire les courses, je suis perdue dans Paris. Mais c'était affreux là les premiers jours et il a fallu que toute cette famille des Miss qui allait être avec moi tous les jours, j'apprenne à les connaître. Donc en fait au début genre j'étais juste, on me disait à telle heure t'es là, à telle heure t'es là, là tu fais ça, et je suivais. Ouais. Et quand j'ai commencé à connaître toute cette équipe qui allait être une équipe géniale et qui allait m'entourer, là, ça allait mieux. Et là, je suis redevenue moi-même. Mais peut-être les 2 premières semaines, j'observais et puis... Ouais, il fallait que t'emmagasines tout ça. C'est sûr que... En plus, oui, tu disais, tu venais d'un petit village, t'arrives à Paris... Franchement, j'imagine que ça doit être le choc. C'est ça. Heureusement, j'ai envie de dire 18 ans, bon, quand même, on a une certaine maturité, mais moi non. En même temps, on connaît pas la vie. Non, mais c'est vrai que, enfin, tu vois, je me dis à 15-16, ce serait encore pire, mais c'est vrai que les Miss France étant, je crois que c'est jusqu'à 24 ou 25. 24, ouais, ou 25. Et c'est minimum 18, donc ouais, t'étais dans les plus jeunes en plus, donc bon, écoute, ravi en tout cas de savoir que t'as fini par, tu vois, te faire ta place. En regardant en arrière cette année, qu'est-ce que t'en retires ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Je trouve que ce qui est super avec Miss France, c'est que tu sais t'adapter à tout. Là, j'ai mis 2 semaines à m'adapter à ça, qui a été encore aujourd'hui là, le plus gros choc de ma vie, en fait. Le changement le plus brutal, qui a été positif, vraiment, je le répète. Je le répéterai jamais assez, je critiquerai jamais Miss France, mais quand même, qui a été un choc assez brutal. Et en fait, tu t'adaptes à tout, parce que comme c'était ultra populaire, j'étais autant à l'aise à faire des dédicaces dans un supermarché qu'à être avec un président. Donc, et ça, dans une vie, c'est exceptionnel parce que tu sais que tu vas te débrouiller partout, toute ta vie. Et ça, c'est la meilleure des choses. T'as pas eu à ce moment-là ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu t'es pas dit, mais qui je suis pour être à côté ? Je sais pas si c'était le président, mais en tout cas, tu vois, des grandes personnalités. Ou est-ce que, comme tu te rendais pas compte, t'as réussi à être là et à pas être trop mal à l'aise? En fait, une fois que j'étais là et que je me suis dit, t'as fait de mal à personne. En plus, moi, je suis restée très proche des filles qui étaient avec moi à l'élection. Ma première dauphine, c'est une amie à Nord qui s'appelle Tiga, que vous connaissez sûrement. Et je faisais de mal à personne. Elles étaient contentes pour moi. Elles ont fait des choses aussi super grâce à Miss France. Et je me disais, t'as de la chance de faire ça, vis-le à 100%, quoi.
Et à la fin de l'année, il n'y a pas au contraire, tu vois, le truc de oh bah la fête est finie. Comment on revient à une vie un peu normale, à un rythme moins effréné, sans avoir de manque. Parce que c'est vraiment l'image un peu que je me fais, c'est oh là là, à la fin, t'as eu... Bon, oui, t'es fatiguée, donc t'es un peu contente, mais t'as eu toutes ces paillettes, toutes ces opportunités, tous ces événements. Et maintenant, il faut savoir le rendre, entre guillemets. Alors, c'est vrai que ça a été assez difficile pour certaines Miss France. Mais pas parce qu'elles rendaient... C'était pas un truc d'ego, parce qu'elles rendaient leur titre, mais c'était plus ces gens qui ont été avec moi toute cette année ne le seront plus. Et tout va se rejouer, la même histoire va s'écrire, mais avec une autre personne. Donc celles qui ont eu du mal, c'était pas de l'ego mal placé, c'était vraiment plus de se dire, bon, ben en fait... c'est un peu un manque, quoi. Ouais, sauf que moi, je l'ai pas eu parce qu'en octobre, fin octobre de mon année, j'ai été élue Miss Europe. Ah oui. Donc en fait, j'ai réempilé avec un an. Ah ouais. Et comme ils n'ont pas refait l'élection de Miss Europe, j'ai été... je le suis encore, je crois. Donc, la dernière Miss Europe, mesdames et messieurs. je crois, parce qu'après, j'ai plus trop suivi. Donc, je ne sais pas si... En tout cas, on m'en m'a jamais plus rappelé. Ouais. Mais j'ai quand même fait des trucs de Miss pendant au moins 3-4 ans. C'est moi qui ai dit, bon, là, c'est bon, je vais faire un travail plus normal. Ouais. Et donc, j'ai pas eu ça. D'accord. Mais celles qui l'ont eu, c'était vraiment pas de l'ego, c'était plus... Oui, mais c'est normal, c'est un changement de vie radical. Ouais. Et Miss Europe, c'est différent de Miss France en termes de, je sais pas, d'expérience, t'en as retiré autre chose ou non, ça a été vraiment la continuité Non, c'était la continuité et ça a moins été brutal que Miss France parce qu'après, je savais ce qu'il fallait faire, donc ça allait. T'avais déjà un pied dedans. Ouais. Alors, je pense à un film que j'ai vu... et qui, je pense, se tenait... j'ai pas envie de dire de la merde, mais je pense que c'est dans les années 80. Donc, c'était bien avant. Mais c'est Miss Représentation, Miss Representation en anglais. Ouais. Et où, en fait, c'était à Miss Monde. Donc, c'était pas à Miss Europe, mais où il y avait eu le mouvement de libération des femmes qui était intervenu en pleine élection, tu vois, pour dénoncer le sexisme et la forme de discrimination qu'il peut y avoir. C'est pas du tout un sujet qu'il y avait en 2006. Moi, j'étais vraiment très jeune, j'avais 10 ans, tu vois, donc je me souviens pas, mais on en parle plus aujourd'hui, tu vois, et j'ai l'impression qu'à l'époque, on se rendait même pas compte que c'était potentiellement discriminant envers certains physiques, certaines tailles, certains genres. C'est vrai qu'on m'en a jamais parlé dans les interviews. Jamais, c'était... Non. On parlait pas vraiment de après, il y avait quand même déjà l'image de la Miss Potiche que j'avais moi aussi. Je me disais, en plus moi j'avais tout, quoi. J'avais blonde avec l'accent du Sud, j'avais tout. Mais avant, quand je regardais Miss France, je me disais, tu vois, genre c'était la Miss Potiche. Bon, après, une fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, finalement, c'est chouette. Et aujourd'hui, quand je vois l'aplomb qu'elles ont, les filles, et elles sont pas du tout potiches, elles savent s'exprimer dans les médias, elles ont compris que c'était un tremplin, donc elles voient les choses avec un œil différent. Nous, à l'époque, moi, quand je suis très copine avec celles de ma génération, beaucoup, en fait, si elles te racontent leur parcours, c'est la même que moi. On débarque, je suis très proche de Sonia Roland, pareil, elle débarque d'un village, elle fait du basket, mais pas de l'athlé, mais du basket, elle est tout le temps en survêt, elle a 18 ans. Et c'est à peu près la même chose que moi. Donc ouais, c'était pas autant à l'époque, on parlait pas autant de la place de la femme. Ouais. Et puis surtout, oui, en fait, même les Miss, je pense qu'il y avait pas... c'est qu'elles-mêmes ne voyaient pas ça comme on le voit aujourd'hui. Et comme tu le dis, c'est marrant, c'était souvent... Enfin, j'ai eu Laurie aussi, du coup, sur le podcast, et c'est vrai que c'est pas l'image qu'on se fait de la Miss, quoi. C'est des filles assez sportives, peu coquettes, qui en fait arrivent là, mais soit parce qu'on les a repérées, enfin c'était le cas de Laurie, soit parce que voilà, c'est plus une expérience ou un jeu. Et est-ce que ça t'a appris à te détacher du regard des autres, parce que ça doit pas être facile d'être prise pour la potiche, justement, et de savoir que c'est potentiellement l'image que ça a? Alors moi, je trouve que quand on en parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est chouette. Je trouve que c'est super bien. Et qu'on essaie de faire changer les règles de Miss France aussi, je trouve que c'est bien qu'on diminue la taille, qu'on prenne au-delà de 1m70, en tout cas qu'on essaie de faire changer les règles. Ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Tu m'avais demandé quoi? Je me demandais par rapport au regard des autres si tu avais réussi à te détacher, parce que peut-être que dans le regard de certaines personnes, tu voyais qu'ils te considéraient, enfin qu'il y avait des préjugés, quoi, qui te pensaient te connaître ou te juger avant même vraiment d'avoir échangé avec toi. Moi, je m'en suis toujours foutue de tout, en fait. Genre, tout ce qui touche à l'enveloppe extérieure ne m'a jamais touchée. C'est-à-dire qu'on me dise t'es maigre, t'es bête,
En fait, ça me fait rien parce que j'ai tellement un caractère fort et dur que rien ne va m'atteindre. Par contre, quand c'est injuste, je réponds. Quand c'est, mais finalement, on me l'a fait sentir de temps en temps, mais très peu. Donc, j'ai jamais eu à me retrouver dans des situations où je trouvais que c'était injuste et il fallait que je me défende. Et même avec les réseaux sociaux maintenant, et maintenant t'es préservé des critiques, de la haine. Moi, les critiques que j'ai c'est toujours les mêmes. C'est que je suis maigre, que j'ai les cheveux fins et une grande bouche. C'est fou comme quoi c'est encore tellement porté sur l'apparence physique. Mais en même temps, c'est vrai. Genre, tu vois, les bras, ils sont fins, j'ai une grande bouche et je suis fine, quoi. Donc, mais je sais pas pourquoi les gens ressentent le besoin de l'exprimer. Déjà, tu vois, on s'en fout. Déjà. Et puis en plus, je sais pas, on se dit pas que tout le monde a des caractéristiques physiques différentes. Exactement. Pourquoi a-t-on besoin de les souligner aux autres, comme si tu n'en avais pas conscience. C'est ça. Tu le sais a priori, tu vois. Mais c'est pour ça que j'en parle dans le livre et j'avais fait un post justement où je parle de ces phrases anodines que j'ai entendues toute ma vie. Parce que t'es gros, ça choque. Par contre, t'es maigre, ça choque moins. Alors que moi, mon tempérament fait que j'ai jamais été touchée. Mais j'avais mis plusieurs photos du jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'avais mis le post, je crois, il y a 1 an ou peut-être 2, je sais pas. Et c'est fou, en fait, le nombre de commentaires qu'il y a eu dessous, de gens qui disaient « mais je suis tellement complexée », de filles, de garçons, hein, de commentaires et de messages privés, de gens qui disaient « mais moi, j'ose pas me mettre un débardeur. Moi, j'ose pas aller aux toilettes après avoir dîné parce que j'ai peur qu'on croit que je vais vomir ou je ne sais quoi, alors que c'est une maladie et que juste, je suis fin ou je suis fine et c'est comme ça. » Et en fait, je me rends compte que il faut arrêter de critiquer la morphologie des gens constamment, parce que je trouve que c'est aussi con que de critiquer la couleur des yeux. C'est comme si tu as les yeux bleus. Et oui, et donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Rien. Et c'est pour ça que j'en parle dans le livre, c'est que si je me mets à faire 300 abdos tous les jours, ma plaquette, elle sera évidemment on la verra plus que si j'en fais pas. Mais à 5 kilos près, grosso modo, habillée, tu verras pas la différence. Tu sais pas si je l'ai fait ou si je l'ai fait pas. Et il faut s'entourer de gens qui te jugent pas sur le physique, qui te trouvent belle telle que tu es. Et parce que c'est ça, en fait, on a peur du regard des gens. Parce qu'ils nous renvoient une image de nous-mêmes, en fait. C'est qu'on cherche la validation intérieure dans la validation extérieure. Et voilà. Et en fait, tant qu'on cherchera la validation chez les autres, on pourra pas l'obtenir. Ou alors on sera dépendante de celle que les gens veulent bien nous donner. C'est ça, donc de s'aider, d'être entouré de gens bienveillants qui nous aiment et qui nous trouvent belles telles que nous sommes. Et beaux. Et t'as pas eu de problème juste avec ça dans les rencontres que t'as pu faire tu vois, est-ce que t'as pas mis ta confiance parfois entre guillemets entre les mauvaises mains? Alors moi j'ai jamais eu de gens méchants autour, j'ai eu des gens bêtes, mais c'est ça. Non, c'est le lot de la vie humaine. tu vois des copines de ma mère, tu vois, qui tu vois, ta fille elle est maigre, j'en ai eu et c'est pas des gens méchants. C'est pas des gens qui me veulent du mal, c'est juste... Des gens, il y a beaucoup de... C'est vrai que malheureusement, c'est un trait de personnalité. Je crois que quand t'as des enfants, t'as envie... certaines personnes, heureusement pas tout le monde, mais ont envie de dire aux autres comment ils doivent éduquer les leurs. Le nombre de remarques que j'ai pris aussi d'admis mes parents, mais ta fille, elle fait quand même pas ça, ou ta fille, pourquoi elle fait ci? Tu devrais lui dire de faire ça. Quelqu'un t'a sonné? Excuse-moi, non. Écoute, tu peux le garder pour toi, mais... je pense que ma mère, elle a été plus touchée par ça que moi. Tu vois, elle essayait de me faire grossir, mais sauf que moi en plus j'ai un appétit énorme, c'est ça le truc, c'est que je mange vraiment, j'ai toujours mangé plus que les gens autour de moi. Donc, c'est une question de métabolisme. Exactement. Et c'est pareil pour la prise de poids. Donc c'est ça qu'arrêtons en effet que ce soit de dire aux gens qu'ils sont gros ou qu'ils sont maigres. Exactement. Par rapport à une espèce de moyenne qui n'est pas naturelle, quoi. On a toujours tendance à penser que ça l'est. C'est bien qu'on en parle dans Miss France. Alors l'image, elle vient pas c'est pas Miss France qui a instauré ça dans la tête des gens. C'est ça depuis des décennies et des décennies. C'était siècles, comme ça, voilà, des siècles. Donc je trouve que c'est bien que sur TF1, on arrive à... qu'il y ait une soirée qui est très très regardée, c'est un divertissement. Je trouve que c'est bien justement qu'aujourd'hui on en parle beaucoup et qu'on essaie de faire changer ça. C'est sûr, parce que comme tu dis, ils sont pas responsables. Par contre, ils le sont dans la perpétuation de ces standards-là. Voilà. Et c'est vrai que le jour où il y a différents corps, on fait évoluer les standards de beauté.
Et ce sera plus juste désirable de faire du 34, mais ce sera désirable de faire du 42 ou du Exactement. 50. Donc voilà, si vous nous écoutez, on vous soutient, Oui. vous pouvez changer, et je pense que ce sera au final salué par la grande majorité des gens. Oui. Quoi. Mais c'est toujours difficile de faire bouger les choses en fait. Tellement plus simple de rester, mais que ce soit à titre sociétal qu'à titre personnel d'ailleurs. Oui, tout à fait. Toi, ça n'a pas été trop difficile de devenir du coup une autre personne après avoir été la Miss France, tu vois, la Miss Europe. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris un peu de recul par rapport à ça? Bah, non, parce qu'en fait, j'étais. Souvent, je dis, c'était mon travail. Donc, j'étais habillée pour d'être très sophistiquée, d'être coiffée, d'être apprêtée. C'est le bleu de travail de la Miss, quoi. Mais après, dès que je rentrais chez moi, j'étais à nouveau moi. Donc, ça n'a pas été difficile de. Genre, j'étais pas un double personnalité. C'est juste, j'allais travailler, je faisais. Ça faisait partie du truc. Mais j'ai quand même toujours été moi. Je pense que si tu parles à l'équipe qui me suivait, on te dit Alexandra, elle a quand même toujours été elle, quoi. Elle n'a pas cherché à se diminuer. Non. Tant mieux, tant mieux. Donc ouais, t'as pas vraiment changé de personnalité pendant les 4 années, on va dire, où t'as été à la fois Miss France puis Miss Europe. C'est fort, ça. Non, je vais pas changer. Ouais. Et en sortant, alors, tu te dis que tu veux faire quoi? En sortant. Je voulais travailler dans le sport. Ouais, déjà. Oui, mais petite, je voulais être prof de sport, donc je voulais travailler dans le sport, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai toujours fait des choses qui m'ont beaucoup plu, beaucoup appris. Ça a toujours été bien. Mais c'est vrai que le yoga, enseigner le yoga, ça a vraiment été une révélation. Et le yoga en général, de faire du yoga, pour moi, c'est un art de vivre. C'est pas une discipline sportive, c'est un art de vivre. Et j'ai changé parce que comme justement, je grossissais pas, et que j'ai jamais eu ce truc de me dire mon poids peut changer. Au contraire, moi, c'était je mangeais mal pour grossir. Donc, mais comme j'ai toujours mangé mal, mon corps a dit stop. Et c'est là, en fait, où le yoga arrive en même temps qu'une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, faire attention à soi et vouloir bien manger, et pas pour être bien foutu, mais bien manger pour être en bonne santé. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que en fait, malheureusement, peu de gens y viennent parce que l'apparence physique prend tellement le pas dans notre société sur le prendre soin de soi. Enfin, j'avais fait un post moi aussi là-dessus. C'est quand on va me dire, j'avais fait un post où quelqu'un m'avait dit ouais, tu devrais prendre soin de toi un peu parce que je me maquille moins, parce que je m'apprête moins, etc. En fait, je disais, mais en fait, j'ai jamais pris autant soin de moi. Ouais. C'est juste que ça veut pas dire prendre soin de mon apparence physique. On a réduit le soi à l'apparence physique. Et c'est vrai que pour ça, le yoga est absolument incroyable. Ce qui m'a pas mal fait rire et décomplexé, c'est quand tu dis que ton premier cours de yoga, tu le dis dans le livre, tu l'as pas du tout aimé. Non. Et ça me rassure de savoir que tu vois, je suis pas la seule. Qu'est-ce qui t'a donné envie de persévérer alors que ce premier cours, au final, tu t'es dit, je sais pas si tu t'es dit c'est pas pour moi ou... En fait, donc j'avais tout le temps mal au dos. Et on me disait toujours, et puis je suis une nerveuse, et on me disait, mais fais du yoga, ça va te faire du bien, tu auras plus mal au dos, ça va te faire souffler et tout. Donc moi je vois un cours de yoga, j'y vais, donc là je dois avoir 20 ans, je sais pas, 21, je sais pas. Et je rentre dans ce cours de yoga, sauf que c'était un cours de méditation. Et je me suis dit, je n'arriverai jamais à tenir 1 heure sur ce tapis, les yeux fermés, à chanter, à respirer. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ce truc? J'arrêtais pas de regarder la porte et j'essayais de sortir poliment. Enfin, c'était affreux. Vraiment, je me suis dit, ok, le yoga, c'est pas fait pour moi, je déteste ça. Et j'ai rencontré Aria, qui est une prof de yoga, certainement vous connaissez. Et elle m'a dit, attends, je vais te faire un cours de warrior. Donc, c'est un yoga qui est dynamique. Et puis, si ça te plaît pas, on en essaiera d'autres. Mais moi, je sens que ça va te plaire. Et j'ai essayé ce cours, j'ai transpiré. J'étais pas du tout souple, je touchais pas mes pieds, et là je me suis dit, entre le début et la fin du cours, j'ai déjà vu une différence, donc je me suis dit, c'est pas ingrat, c'est pas un sport. Mais en tout cas, c'est pas une discipline ingrate parce que tu vois vraiment les résultats. Et puis je suis sortie, j'étais vidée, je me suis dit, putain, mais c'est génial. Et j'ai compris que j'avais connecté ma tête et mon corps, que j'étais fière de moi à la fin du cours parce que j'avais réussi ce qu'il fallait faire. Et en fait, je commence à comprendre la bienveillance des yogis et pourquoi les gens avaient besoin du yoga. Et c'est le début où je commence aussi à bien m'alimenter, à manger bio, à manger de saison, à faire exactement comme toi, de dire, j'ai jamais pris autant soin de moi. En fait, ça passe par l'intérieur. Tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux. Si tu manges mal tout le temps, ça sert à rien. Ouais. Et j'ai compris ça petit à petit. Et le livre, je l'ai écrit en 1 an et demi, mais c'est 10 ans de cheminement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un moment où tu vas avoir envie de prendre soin de toi. Et ça passe par l'alimentation, par le sommeil,
par l'acceptation de soi. Et c'est tout ce que j'explique dans le livre et c'est tout ce que j'ai fait pour moi et qui a fonctionné et qui fonctionne encore tous les jours parce que j'apprends encore tous les jours. Ouais. Oui. Quand est-ce que tu te remets au yoga pour situer un peu dans la chronologie? Après ce cours, parce que 21 t'essayes, t'aimes pas? Non, 5 ans après. Ouais, d'accord, ok. Donc ouais, il y a un petit bout de temps quand même. Oui. Et pendant lesquels tes douleurs ne disparaissent pas malgré tes efforts. Et ça, c'est fou, quoi. On se rend compte du pouvoir du psychosomatique quand même. T'en avais pas du tout conscience avant? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et c'est parti avec... Avec le yoga, ouais. Et t'en faisais à Paris, je crois, à l'époque, oui. C'est ça? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de vie, enfin même de mode de vie, de lieu de vie? Parce que donc maintenant, t'habites à Biarritz. Avant, t'étais parisienne. Oui. Qu'est-ce qui... Enfin, ça, c'est, à mon avis, ça a participé du même mouvement, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, Paris, au revoir? Genre, j'ai adoré Paris. Ouais. J'ai adoré Paris, c'était super. Mais quand je suis tombée enceinte de Jim, ma deuxième fille... Et puis aussi, je me disais, aller faire déjà des footings, j'en fais plus depuis très longtemps, mais ne serait-ce qu'aller marcher au milieu des pots d'échappement, aller dans des parcs pollués. Enfin, je me suis dit, j'aimerais qu'en fait qu'elle grandisse comme moi, qu'elle voit la mer, qu'elle respire dans un environnement sain, qu'elle voit des gens souriants, gentils. Alors, je dis pas que tous les Parisiens sont pas souriants et méchants, parce que moi j'étais pareil que tout le monde, mais juste de... Tu sais, qui est ce stress en moins des bouchons, des klaxons, du gris. Enfin, tu vois, genre, j'avais envie de partir de ça. Et quand je suis tombée enceinte de Jim, on est parti parce que Hugo aussi, il a grandi, mon compagnon, il a grandi à Toulouse. On a grandi les deux dans le sud. Donc, en fait, je pense que quand tu grandis au vert, tu y retournes. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, tu penses dans ta vie, dans ton quotidien? Enfin, je sais pas s'il y a des personnes, tu vois, qui nous écoutent, qui se posent la question, est-ce que je bouge, est-ce que je reste? Tu vois, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux situations? Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux et qu'il faut être sûr, il faut que toute la famille soit d'accord et il faut trouver le lieu où on se sent le mieux. Moi, j'étais heureuse à Paris, je suis sûre qu'il y a plein de gens heureux à Paris. Il suffit de se connaître et de savoir ce dont on a besoin à ce moment-là. Ça peut être Biarritz, ça peut être Lille, ça peut être n'importe où, n'importe où, tant que toi tu te sens bien où t'es. Ça t'a pas fait peur de, entre guillemets, recommencer à zéro, que ce soit changer de carrière, changer de voisin, d'amis bon, après en plus c'était enceinte, donc il y avait ce changement-là en plus, mais parfois c'est ça qui fait peur aussi, je pense. C'est dire au revoir à son quotidien, sa routine, ses habitudes. Alors j'avais beaucoup de monde à Biarritz, quand même. J'y allais depuis 10 ans, souvent. J'ai plein d'amis biarros, basques, et donc j'étais pas seule à Biarritz. Et déjà. Et puis j'avais déjà aussi commencé à enseigner le yoga à Paris, mais j'ai pas eu peur parce que c'est tout s'aligner en fait. Tout s'aligner, ça faisait partie du cours des choses. Tout était fait pour que j'avance et chaque fois c'était un pas de plus vers là-bas. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression vraiment que tu as trouvé ce que tu cherchais, ce truc qui te tient et qui fait que tu n'as pas besoin de changer tous les 2-3 ans de carrière, de projet, de chaîne? Exactement. Tu te vois faire ça là jusqu'à la fin de tes jours? Ouais. Oui, parce qu'en plus le yoga, même si tu enseignes, tu n'es jamais prof. En fait, t'es yogi à vie. Oui, t'apprends toujours. Moi, j'apprends de mes élèves. J'apprends d'autres formes de yoga. Et puis, le Pays Basque, il est tellement... t'as l'océan, t'as la montagne, t'as les randos, t'as le bike, il y a tellement de choses à faire que c'est impossible de se lasser. Il y a des personnes qui t'ont inspiré dans cette transition de vie, dans cette transition professionnelle? Aria, déjà, Aria qui m'a fait aimer le yoga, qui m'a fait comprendre ce que c'était pour beaucoup. Et après, tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé dans tous les chapitres du livre, en fait. Tu peux rappeler peut-être un peu pour les personnes qui nous écoutent comment tu l'as structuré? Alors, il y a un gros chapitre sur l'alimentation, un gros chapitre sur l'acceptation de soi, sur le yoga, sur l'Ayurveda, où je parle de ces soins, en fait, de se masser, de tout ce qui nous fait du bien aussi. Donc, je parle du drainage lymphatique, mais je sais aussi que le drainage lymphatique, c'est pas
tout le monde ne peut pas faire des drainages lymphatiques tout le temps. Donc, je parle du brossage à sec. Tu achètes une brosse et donc je montre comment se brosser à sec. Et ça fait la même chose qu'un drainage lymphatique, qui est de relancer la lymphe. La lymphe, c'est une glande qui permet de virer les déchets du corps. Et souvent, elle stagne. Donc là, tu la relances. Donc, ça t'aide aussi à être en meilleure santé. Il y a les bains d'eau froide. Moi, je les fais à Biarritz, mais on peut les faire ailleurs. Ne serait-ce que mettre le jet d'eau froide dans sa douche. Bon, ça, j'y arrive pas. mais après, quand je me conditionne pour aller dans l'eau, oui. Tu vas te baigner du coup dans l'océan. Ouais, je vais me baigner dans l'océan. Mais par contre, j'arrive pas à le mettre froid. Moi aussi, au final, je me suis baignée à Agde à Noël, là, parce que j'avais vu... Alors, je sais pas si tu connais Wim Hof. Oui, mais bien sûr, j'en parle dans le livre. T'en parles dans le livre. Et alors, c'est vrai que moi, je suis assez partagée. Parce que peut-être il a des gros claims un peu, mais tu vois, il te dit ça peut soigner la dépression. Enfin, tu vois, mais bon, il paraît qu'en tout cas, c'est vrai que l'exposition au froid associée à une certaine forme de respiration, ça a d'énormes bénéfices pour le corps. Mais alors, c'est vrai que tu vois, pour le coup, après l'avoir fait, ce grand plongeon dans l'eau, du coup, à Noël à, je sais pas, 10 degrés, je pense que la mer était. Alors, sur le moment, tu te sens super bien, je trouve. Ouais. Mais en sortant, j'ai une espèce de contre-coup de fatigue. Ça m'a claqué. Et limite, ma grand-mère avait peur que je sois malade, tu vois. Est-ce que t'as mangé juste avant d'y aller ? Je pense, hein, parce que pour le coup, moi, je mange souvent aussi. mais après, je me pose la question. Parce que en fait, quand on le fait... Après, c'est comme un entraînement. Ouais. Là, je te parle pas de Wim Hof, mais je te parle juste du fait de rentrer dans une eau froide. Ouais. Si ton corps... si t'es habitué, ça va. Mais par exemple, moi, comme je le fais pas depuis longtemps, je me dis, mon corps, il faut qu'il prenne tous les bienfaits du froid. Donc, il faut pas qu'il soit en train de digérer. Tu vois, il faut qu'il prenne vraiment les bienfaits. Et en fait, si tu fais les choses vraiment... tranquillement, doucement, tu restes pas trop de temps dans l'eau. Si l'eau elle est à 10, tu restes pas plus de 10 minutes, tu vois. En fait, ton corps va ressentir les bienfaits vraiment. Après Wim Hof, en plus, tu as des respirations. Moi, quand j'ai essayé Wim Hof, les respires, tu sais plus où t'habites, quoi. Tellement c'est fort, quoi. Mais non, les bains d'eau froide, c'est vraiment bon pour le système immunitaire. À Biarritz, il y a les ours blancs. Les dames, enfin il y a des hommes aussi, mais moi j'adore parce qu'il y a une dame qui s'appelle Betty qui a 92 ans. Oh. Et elle est avec toute sa team de copines et elles font ça été comme hiver, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elles y sont et pas de maillot, pas de rien du tout. Elles y vont un maillot, pas de maillot, qu'est-ce que je dis ? J'allais dire, elles y vont nues, elles ont le droit, hein, plage nudiste à Biarritz. Mais pas de combi, je veux dire, pas de combi, ouais. pas de chaussons, rien du tout. Elles y vont un maillot et elles pètent la forme et tu vois, c'est des dames âgées. Ouais, bah même Wim Hof, hein, il a pas 92 ans, mais il doit avoir au moins 65, 70. Oui, aussi, c'est vrai que ça montre... Mais bon, après, c'est pas pratique. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas de baignoire. Et le jet d'eau froide, il est pas pareil. Comme tu dis, franchement, l'hiver, t'as qu'une envie, c'est prendre ton eau chaude, alors que la mer, faudrait inventer un système. Mais en tout cas, à creuser les bains d'eau froide, franchement, je pense qu'en effet, c'est hyper bénéfique pour le système immunitaire. Donc voilà, tu nous racontais la structure du livre. Donc il y a ce chapitre-là. Et ensuite, est-ce que tu termines par ça ou... Je termine. Le dernier chapitre, c'est sur l'environnement, sur toutes les petites choses que j'ai changées dans mon quotidien pour essayer de faire mieux. Et Elle t'est venue quand, cette conscience écologique ? Il y a 4 ou 5 ans maintenant, je pense. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ma grande Ava, qui a 11 ans, moi, à 11 ans, je parlais pas d'écologie. Je savais même pas ce que c'était. Et Hugo aussi, qui est pourtant quand même très au courant sur la question. Enfin, à 11 ans, il n'en parlait pas non plus. Et je me dis, en fait, nos enfants, enfin, ces générations-là, ils sont vraiment touchés. Ils ont compris que c'était eux qui allaient être impactés, surtout. Et ils parlent de bien-être animal, ils parlent d'écologie, ils parlent d'acceptation de soi. Ils sont déjà très bienveillants. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand j'entends Ava parler avec ses copines, elles sont dans la bienveillance, elles sont pas dans l'agressivité et tout. Et je me dis, c'est des générations de sauveurs, quoi. Ouais. Il faut continuer à les éduquer dans ce sens. Et est-ce que toi, déjà, t'arrives à ne pas être dans une forme d'éco-anxiété ? Et est-ce que tes enfants non plus arrivent à ne pas l'être ? Parce que c'est un peu... Enfin, tu vois, le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours. On a 3 ans avant que les dommages soient irréversibles. Comment on fait quand on est maman et que, déjà, pour soi-même pas trop s'inquiéter pour l'avenir et pour pas transmettre potentiellement cette angoisse à ses enfants ? Moi, je lui dis, elle sait, je lui cache rien, ça sert à rien. Alors, j'essaie de lui transmettre les choses avec le moins de stress possible, puisque le stress, c'est la chose la pire pour nous toutes et tous. Mais je lui dis, tu vois, elle sait qu'elle a une gourde et elle achètera pas une bouteille d'eau en plastique. Alors que ceux qui le font encore, c'est nous.
C'est nos générations, parce que nous, on a grandi avec ça. Et donc, c'est à nous, en fait, les choses sont vraiment plus difficiles pour nos générations à nous, voire nos parents et nos grands-parents. Mais eux, en fait, ça fait partie des choses, mais évidemment que ça me stresse. Quand je lis le rapport du GIEC, j'ai envie de pleurer, quoi. Et donc, comme beaucoup de personnes. Et ce qui t'aide à ne pas te laisser submerger par la peur, c'est quoi ? C'est qu'il faut se battre. Maintenant, nos enfants sont là, il faut se battre pour eux. Il n'y a plus le choix, il faut le faire. Et c'est, tu vois, de dire ah oui, c'est triste, mais si tu manges des sushis tous les jours, tu peux le dire que c'est triste, mais tu contribues quand même. Donc, il faut quand même qu'on ait conscience des choses. Et tu penses pas que c'est difficile ? Je me mets dans la peau. Bon, moi, je fais, tu vois, j'essaie de faire pas mal de choses, mais en fait, je pense qu'il y a tellement une partie de la population qui ne sait pas quoi faire. Oui, mais il faut pas brusquer les gens, parce que moi, je suis pas parfaite et j'en connais pas. Les gens parfaits. Moi non plus. Voilà. Et je pense qu'il faut pas brusquer les gens. Ouais. Et que chacun, il va à son rythme, mais il faut quand même y aller. Moi, j'ai entendu des gens parler, il y a encore une semaine, de gens qui trient pas les déchets. Quand même. Ouais, quand même, ça c'est quand même une action facile. Ouais. Donc bon, il y a des choses plus simples que d'autres. Alors, diminuer la viande et le poisson, c'est difficile pour certains, non ? Pour d'autres, oui. Moi, j'adore la viande. C'est ce que je préfère. C'est ce que je préférais. À force, maintenant, j'ai tellement diminué que aujourd'hui, c'est plus ce que je préfère. Parce que j'ai changé mon alimentation. Mais tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit c'est impossible. J'y arriverai pas. Je t'aurais dit je vais maigrir encore plus, je vais être faible. Parce qu'on m'a fait grandir en me disant mange de la viande pour être forte. Et je me rends compte qu'en fait, je mange des protéines végétales et jamais été autant en forme qu'aujourd'hui. Et donc voilà, les choses se changent tranquillement. Et Hugo, il est végétarien, il m'a jamais dit, quand on s'est connus, j'en mangeais beaucoup. Et il m'a jamais dit arrête d'en manger. Donc je pense qu'il faut pas braquer les gens. Ouais, l'éducation, je pense que c'est la forme la plus puissante. Et l'humour, il y a les deux. L'humour sur la situation qui est terrible et l'éducation. Parce que, en fait, c'est ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent agir, mais qui ne savent pas comment. Alors, je vous partage, je crois que le site, c'est nosgestesclimat.fr. J'ai fait ce quiz la semaine dernière qui nous permet de connaître notre empreinte carbone en entrant pas mal d'informations sur l'alimentation, notre logement, etc. Et en fait, je trouve que ça responsabilise parce que tu te rends compte de quelle est ta consommation par an. Ça te situe un peu dans la moyenne française. Et ça te dit en fait ce que tu peux faire pour la réduire et qu'est-ce qui consomme le plus en fait. Spoiler, c'est l'avion. Mais du coup, c'est hyper. Enfin, je me suis sentie vraiment responsabilisée. C'est en me concret, disant, ok, bon, si je diminue ma consommation de viande et de poisson, ok, peut-être je peux faire un aller-retour par an en avion, mais prendre le train dès que j'ai la possibilité de le faire. J'ai pas de voiture, donc ok, ça va. Mais enfin, parce que voilà, je pense que le plus difficile pour les gens, c'est se dire, ok, c'est la merde, mais je sais pas quoi faire. Et c'est que par l'éducation qu'on arrivera à il y a des choses simples choses. Là dans le dernier chapitre, il y a vraiment des choses simples et pourtant moi il y a des choses qui me faisaient peur, tu vois, genre je m'imaginais les courses en vrac comme un truc de genre un tsunami dans la tête, quoi. J'étais là, mais comment je vais faire, je me voyais avec 1000 sacs, 1000 pots, je me disais j'y arriverai jamais. Et en fait, si t'y vas, t'y arrives. Et en plus, c'est rigolo, c'est chouette à faire. Donc, tu te dis, ok, je me prends 20 minutes, je vais faire les courses en vrac. Il y a bien quelqu'un, même si tu as un emploi du temps surchargé, tu as bien 20 minutes dans un week-end, tu as bien 20 minutes à un moment. Et tu le fais. Et en fait, il y a plein de choses. Les culottes menstruelles. Ouais. C'est clair. Menstruelles, elles arrivent bientôt sur je ne sais quoi.fr. Voilà. Non, mais tu vois, en fait, il y a plein de petits gestes quand même. C'est sûr, au niveau déchets, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Voilà. Bon, bah, bravo et merci de sensibiliser à ça parce que c'est quand même, c'est quand même nécessaire. Qui est-ce que tu aimes bien suivre, tiens, sur les réseaux, je me demande. Est-ce que tu suis des personnes ? Oui. J'aime bien suivre des gens qui me font rire. Ouais. Boris Becker. Attends, c'est ça, ouais. Oui, non, c'est mais vrai. lui, il me fait rire. Je peux rire 2 heures sur une vidéo, la regarder, mais plusieurs fois d'affilée. Je suis beaucoup de comptes de yoga. Ouais. Je suis beaucoup de comptes de très belles photos de voyage parce que j'essaie de moins voyager. Ouais. Donc, voyager par procuration. Voilà, donc je voyage par procuration. Et je suis mes copines. Et voilà. Comment est-ce que tu fais pour progresser ? C'est une question que je me pose généralement, que je pose aux gens parce que ça m'intéresse. Maintenant qu'on a terminé, tu vois, des formations, des études, je trouve que c'est un peu difficile de savoir comment continuer à progresser.
de lire, de s'informer, de s'intéresser à ce qui nous entoure, en fait. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas fait d'études, tu vois. J'ai été élue Miss France à 18 ans, j'ai arrêté. Ouais. Et pourtant, j'ai jamais arrêté d'apprendre. Et tu t'es jamais dit, ah putain, j'aurais bien aimé faire ci, faire ça ou... Si, mais sans l'école. J'ai adoré l'école, toujours. J'ai aimé l'école, le collège, lycée et après. J'ai vraiment aimé, mais genre, je me voyais pas retourner dans un amphi ou je me voyais pas faire ça. Mais je me disais, donc, t'apprends avec les gens qui t'entourent, t'apprends en lisant, en me documentant. Moi, par exemple, sur Twitter, c'était mon moyen de m'informer. Je lisais tous mes articles sur Twitter. Et de sans cesse oser dire ça, je sais pas, tu peux me l'apprendre, toi tu sais, est-ce que tu peux m'expliquer, tu vois, d'oser dire aux gens, ça je sais pas et j'ai besoin que tu me l'apprennes. Et de pas avoir d'ego sur le fait d'apprendre et de toujours dire je veux apprendre encore. C'est vrai, on est beaucoup à avoir du mal à dire je ne sais pas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on te fait sentir un peu comme un con oui. quand tu dis quand t'as pas la réponse. C'est ça. On n'est pas censé avoir réponse à tout, heureusement. Non. Tu parles des ressources, des livres que tu as lus. Est-ce que tu peux nous en citer un ou deux qui t'ont particulièrement marqué, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ? Des livres sur le bien-être, tu veux dire ou Ah mais franchement, non, n'importe. Ça peut être un roman qui t'a vachement marqué, ça peut être un essai, ça peut être... moi, je lis que des thrillers. D'accord, donc, ok. Tu peux recommander un thriller de Franck Tilliez, j'adore. D'accord. Et j'aimais pas lire, parce que j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et tu vois, par exemple, comme sur le yoga qui m'a happé, qui happe les débutants, souvent c'est des yogas dynamiques où en fait tu t'ennuies pas. C'est clairement moi. Voilà. Pour l'instant, je suis dans la phase où tu me mets 1 heure de yin, j'ai envie de mourir. Alors qu'un vinyasa très dynamique, mais ça dépend des fois. Parfois, ça réussit l'objectif, à savoir me vider la tête. Parfois, c'est pas suffisant, mais je continue à y croire. Et moi, pour la lecture, c'était pareil. Il fallait, tu vois, que je sois tout le temps... Tu vois, et donc les Franck Tilliez, les thrillers, c'était vraiment le truc qui m'a happé et m'a fait aimer lire. Et après, j'adore Funky Nose, j'aime plein de... Mais il y a des périodes où j'ai envie de lire, il y en a d'autres où j'ai pas envie. Mais en tout cas, ce qui m'a happé, ce sont vraiment les thrillers. Ok, génial. Bah écoute, on repart avec des recommandations de lecture de romans. Je me demande, est-ce que pour... Et Marie Robert aussi, j'adore. Ah, bah je l'ai reçue sur le podcast. Ah, j'adore. Voilà, si vous voulez une recommandation, Philosophie sexy, c'est génial ce qu'elle fait. Est-ce que tu as fait une formation à l'étranger en yoga J'ai fait en France, j'ai fait France-Espagne. D'accord. J'essaie d'aller le moins le plus près possible. Ouais, c'est sûr. Non, mais parce que je me demande toujours comment ça doit être en Inde. Ouais. Tu vois, tu baignes dans le pays qui, je pense, c'est le pays qui a inventé entre guillemets le yoga. Mais bon, c'est vrai que ça fait un petit bout de chemin. J'avais beaucoup pratiqué à Bali à l'époque où j'y étais. Ouais. Mais c'était dans une démarche d'apprendre et pas encore d'enseigner. D'accord. Et sinon, j'ai fait France-Espagne, ouais. Ok. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être encore jamais mis au yoga, tu recommanderais de commencer par quelle forme ? Quel type de yoga ? Je pense que ça dépend de la personnalité des gens. Ouais. Et je pense qu'un cours de yoga te fait... En fait, il y a tellement de formes de yoga, il y a tellement de profs que c'est aussi un échange entre les personnes et... les élèves, moi je suis copine à Biarritz, je suis copine avec mes élèves. Et elles sont copines entre elles. Donc je pense que il faut essayer. Il y a un moment où tu vas te dire ok, c'est là que je dois être, c'est ce que je dois apprendre. Et puis 2-3 ans après, tu changes et tu vas dans plusieurs cours de yoga et il faut pas se dire je vais être ici et je vais rester ici. Il faut juste se dire je vais apprendre et si ça va pas je change et si ça va je reste et être tranquille en fait sur ça. Être ouvert en effet. J'ai envie de te demander aussi parce que je me dis peut-être des personnes nous écoutent et se disent que t'as pas. Non, des personnes nous écoutent. Tu crois qu'il y en a? je crois qu'il y en a. Non mais qui se disent. Ok, mais bon, en fait, je sais pas, elle n'a pas connu de difficultés dans sa vie, c'est facile pour elle. Enfin, voilà, moi je sais que parfois j'écoute des podcasts et en effet, je me dis, ok, il y a des personnes pour qui la vie ne fait que leur sourire. Est-ce que tu as connu ou tu peux nous partager un moment difficile, une difficulté, que ce soit une difficulté personnelle ou un échec considéré comme tel par la société et est-ce que tu en as retiré? Moi, j'ai eu plein de... En fait, je suis pas du genre à parler de ça, tu vois. Mais je pense que comme tout le monde, tu fais des erreurs. Mais comme j'ai appris, en fait, de mes erreurs,
Et même si sur le moment, tu te dis jamais je vais relever la tête, jamais je vais y arriver, après, quand t'y arrives, t'es tellement fière de toi. Et que moi, quand je me retourne, je me dis toutes les difficultés que j'ai eues. Et je me plains pas, parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui en ont plus que d'autres, quand même. Tu vois, genre, j'ai quand même grandi dans un environnement familial qui était positif. Tu vois, j'ai fait du sport. Donc, j'étais entourée d'entraîneurs qui étaient bienveillants envers moi. Donc, ça va. Genre, je suis pas quand même quelqu'un à plaindre. Mais j'ai eu des difficultés. Et en fait, toutes ces difficultés, si je devais les enlever de mon parcours, je ne les enlèverais pas. Parce qu'elles font en fait la personnalité que je suis aujourd'hui. Et en fait, moi, je me kiffe. Je me suis jamais autant kiffée qu'à 35. J'ai toujours aimé ma vie, mais je me trouve plus belle à 35 qu'à 18. Je me trouve mieux dans mes baskets qu'aujourd'hui. Et même si on me fait des critiques sur mon physique, ça ne m'a déjà jamais trop atteint. Mais aujourd'hui, c'est une goutte sur un caouet, quoi. C'est vraiment, j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que moi, je suis bien. Je sais que moi, je m'aime. Je sais que donc, en fait, tous les trucs que j'ai eus, finalement, c'était un mal pour un bien. Je crois qu'en effet, c'est quand on est vraiment sincèrement bien dans sa peau que les remarques nous coulent dessus. Et tant qu'on n'est pas là, c'est difficile quoi, de prendre du recul. Ouais, mais après, j'ai su me mettre en colère, hein, parce que si tu rencontres des gens qui me connaissent vraiment, je peux ne pas rigoler du tout. Et je peux me mettre dans des états... je suis pas toujours tranquille, attention, hein, mais j'essaie en fait de l'être le plus possible. J'essaie d'être dans des... d'être que les choses me sourient en fait. Qu'est-ce que tu dirais à Alexandra à 18 ans qui vient de recevoir la couronne de Miss France ? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? T'as reçu tellement de belles personnes. Qu'elles y sont, il y a beaucoup, ils sont. C'est vrai qu'il y en a pas mal, beaucoup, ils sont. Au pire, tu peux dire quelqu'un et je te dirais elle est déjà venue ou il est déjà venu, mais... Marie-Robert, tu vois, par exemple. Je l'ai reçue, ouais. Tu l'as reçue. T'as reçu Camille Etienne ? Oui. T'as reçu tout le monde. Sorry. T'as reçu tous les gens qui t'inspirent. Qui parlent d'écologie. T'as reçu Clara Luciani ? Non. Avec Clara. Et j'y ai pensé en plus. Clara. Ouais, ok. J'étais avec elle hier soir, je l'aime trop. C'est mon amie d'amour, je l'aime trop, Clara. Ok. Bon bah Clara, si tu nous écoutes, bientôt tu seras sur InPower. Écoute, merci beaucoup Alexandra pour tous ces échanges. Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? C'est être indépendante. Voilà. C'est la première chose que j'apprends à mes filles. Ouais, bah écoute, on a une réponse claire, nette et précise. Merci encore Alexandra pour ces échanges. J'ai pas vu le temps passer, donc c'était trop chouette. Merci. Je mettrai dans les notes du podcast les références pour trouver ton livre. On peut le trouver en librairie, à la Fnac, on évite Amazon si on peut. Et puis, est-ce qu'il y a un autre endroit où est-ce que tu veux rediriger les personnes qui nous écoutent ? Je suis en train de créer mon site internet, donc pour l'instant il n'y est pas. Je pense que je mettrai toutes les infos sur mon Insta. Et je suis en train de créer une marque de compléments alimentaires. Je travaille dessus depuis plus de 2 ans et demi. Ah ouais, bon courage, je sais ce que c'est l'entrepreneuriat. Tu reviendras nous en parler. Ouais, c'est dur surtout de sourcer bio, made in France, pas de plastique, c'est tellement et que ce soit difficile. Pas trop cher. Et donc voilà, mais sinon, oui, acheter en librairie le plus possible, évidemment. Génial. Bah merci encore Alexandra. Merci.